Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous. Elle doit sa force à ses ressources naturelles et humaines. Pourtant, elle assiste à sa propre marginalisation sur l'échiquier géopolitique mondial. L'Afrique doit renaître à la puissance. Comment y arriver tout en misant sur ses ressources naturelles? Volonté ou capacité, qu'est-ce qui fait problème? Quels sont les enjeux du jeu minier sur notre continent? Afrique, à qui profitent les ressources minières? C'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et enjeux. On en parle avec le docteur Fabrice Noah. Bonjour. Bonjour Abdias. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes enseignant de sciences politiques à l'université d'Omaroua, auteur avec le docteur Séverin Chokonte de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. Première question, l'Afrique noire est-elle mal ou bien partie? Je pense que l'Afrique n'est pas mal partie. Je pense plutôt que l'Afrique n'a pas encore su saisir la chance qui est la sienne pour pouvoir effectivement témoigner de la puissance qui devrait ou qui sied, n'est-ce pas, à l'ensemble des ressources dont elle dispose. Il faut reconnaître que l'Afrique dispose de beaucoup de ressources, celles qu'on appelle ressources stratégiques. Les ressources stratégiques, en fait, ce sont des ressources qui se caractérisent par leur rareté, mais également par leur importance, n'est-ce pas, dans certaines industries, par exemple l'industrie des nouvelles technologies, l'industrie de la défense. Et donc, ces ressources stratégiques-là sont, généralement, on peut en distinguer 20 ou 25, parmi lesquelles donc, vous avez le cuivre, vous avez le beryllium, vous avez l'imodium, vous avez effectivement le tantal, vous avez le coltan, le pétrole aussi. Et les pays africains disposent pour l'essentiel de ces ressources-là. Alors, Dr Fabrice Noah, comment comprendre que ces mêmes pays peinent à se développer? Où se trouve le problème? Je crois que le véritable problème des pays africains, c'est qu'ils sont restés dans la logique d'exploration, exploitation et exportation des ressources. Le fait d'exploiter des ressources et de les exporter à l'état brut ne peut pas suffire à développer un pays. Il faut à un moment donné arriver au niveau où on fait ce qu'on appelle, on ajoute de la valeur. Et quand je parle d'ajout de la valeur, ça veut dire qu'il faut pouvoir transformer les ressources au niveau local afin justement de pouvoir en tirer l'essentiel des bénéfices. Donc je crois que c'est le modèle de développement qui est associé à l'exploitation des ressources naturelles qui fait la différence entre, n'est-ce pas, les pays pétroliers ou miniers pauvres et ceux qui sont riches. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a aussi des manœuvres géostratégiques des grandes puissances autour des ressources extractives africaines? La première des choses que les pays occidentaux, les partenaires de l'Afrique font, effectivement, c'est qu'elles veulent perpétuer ce que j'appelle la division géopolitique du travail. La division géopolitique du travail, en fait, c'est quoi? C'est un système qui voudrait que le secteur extractif soit divisé en deux. Ça veut dire, d'un côté, nous avons les pays du Sud, les pays africains, les pays du Sud en général, qui disposent des ressources et qui vont donc les exporter vers le pays du Nord, vers les grandes puissances qui, elles, n'est-ce pas, disposent de la ressource humaine nécessaire à leur transformation. Donc, vous avez donc des pays qui ont des ressources mais qui n'ont pas les capacités de les transformer, et de l'autre côté, des pays qui en disposent ou qui n'en disposent pas suffisamment mais qui ont la technologie. Et vous voyez effectivement que cette dépendance-là est propice au maintien des inégalités entre les pays africains et leurs partenaires. Et donc, les pays occidentaux, de manière générale, vous avez par exemple une initiative qu'on appelle l'initiative matières premières, développée par l'Union européenne, qui a pour objectif de ponctionner un certain nombre de ressources dans des pays qui disposent de ces ressources-là. Vous avez également une stratégie qu'on appelle l'Angola Model, qui est une sorte d'opération ressources naturelles contre développement. C'est des stratégies qui font finalement que ces pays-là viennent capter la ressource et justement réduisent la capacité des pays africains à contrôler leurs ressources et justement à pouvoir faire un contrôle. Les populations ne sont pas en mesure de contrôler les ressources à partir de ces opérations. Vous avez également la promotion de la démocratie en trompe-l'œil.
parce que les pays occidentaux, de manière générale, vous disent qu'ils font la promotion de la démocratie. Pourtant, ils n'ont pas intérêt à ce que les pays africains soient démocratisés. Puisque si on démocratise les pays africains, les contrats qui ont été signés et qui étaient des contrats de dupes, des contrats léoniens, vont être mis à jour. Alors, on n'a pas intérêt à ce que ces contrats-là soient mis à jour. Donc, je pense qu'à partir de ces deux instruments-là, on peut voir effectivement que les pays, les partenaires de l'Afrique, qu'ils soient d'Amérique, d'Europe ou d'Asie, participent au maintien de cette situation-là qui, ma foi, est antidémocratique, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas dans leurs intérêts que les pays africains soient à la fois pétroliers, miniers et démocratiques. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a même des détournements des données écologiques. Hein. Non, c'est effectivement. Vous savez, vous ne pouvez pas mettre en place un projet de développement par les ressources si vous ne maîtrisez pas la ressource en termes de quantité. Et il y a donc une grande lutte actuellement qui concerne le contrôle de ces ressources-là. Et vous avez donc un certain nombre d'initiatives de partenaires des pays africains qui consiste à recenser, à apprendre à recenser les données, à collecter, n'est-ce pas, les données géologiques. Mais si moi, je suis votre partenaire et que je viens collecter les données géologiques, soyez sûr que si ensuite je négocie avec vous un contrat pour exploiter ces ressources, je ne vous dirai jamais quelle est la véritable quantité de ressources dont vous disposez. Parce qu'effectivement, si je vous dis que vous avez, par exemple, les réserves d'1 milliard de barils, vous pourrez les contrôler et vous dire, OK, aujourd'hui, vous en avez exploité combien? Voilà ce qui en reste. Mais si je vous dis, je trouve 100 000 barils de pétrole et je vous dis qu'il y en a 50, j'ai de fortes chances, n'est-ce pas, de pouvoir exploiter une partie sans que vous en soyez au courant. Donc, le jeu, justement, ou l'enjeu du contrôle des ressources, des données géologiques se situe à ce niveau. Celui qui possède l'information géologique, n'est-ce pas, possède, en fait, la ressource, en quelque sorte. Donc, c'est un aspect qui est malheureusement déficitaire dans la plupart des pays africains, qui disposent pourtant d'institutions de recherche géologique, mais qui n'ont pas toujours l'information suffisante, n'est-ce pas, sur la quantité des réserves, la quantité de ressources dont disposent les pays. Et on se retrouve donc justement dans un jeu où c'est celui qui vient exploiter, qui connaît mieux la quantité de ressources dont dispose celui pourtant sur le sol duquel se trouve la ressource. Donc, vous voyez que c'est un jeu qui est forcément à l'avantage de celui qui exploite, de celui qui dispose des ressources. Alors, je vais dire de celui qui dispose de l'information géologique. Est-ce qu'on a des exemples là? Les pays comme les États-Unis qui ont ce qu'on appelle le United States Geological Survey, qui est, n'est-ce pas, l'Institut de recherche géologique et minière, le principal institut de recherche géologique et minière américain, qui dispose de ressources très abondantes sur la quantité des ressources africaines. Et ça fait que, finalement, les Américains connaissent mieux ce que nous avons sur notre territoire que nous-mêmes. Vous avez également le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM français, qui a mené un certain nombre d'opérations de cartographie minière dans les pays, généralement des pays francophones, et bien malin, qui pourrait dire effectivement que toutes les données qui ont été recueillies ont été partagées, surtout que ces pays-là, quand ils décident de faire la cartographie, c'est par leurs propres moyens. Donc, ils mettent des moyens pour chercher cette information et je vous assure qu'il est très difficile de penser, à moins d'être naïf, qu'ils vont financer ces opérations et vont venir vous dire, OK, bon, voilà les ressources dont vous bénéficiez. C'est véritablement à cette situation-là que nous faisons face dans le cas de plusieurs pays africains, ou si vous voulez, de l'essentiel des pays africains. L'Afrique peine à s'imposer sur l'échiquier mondial en termes de puissance. Hein. A-t-elle tout de même un projet, sinon un désir de puissance? A-t-elle une ambition géopolitique? Est-ce que là n'est pas le véritable problème, Dr Fabrice Noah? Et effectivement, je crois que ce qui pose problème en Afrique, c'est que les Africains n'ont pas encore, ou si vous voulez, les Africains continuent de penser que l'exploitation minière ou l'exploitation des ressources pétrolières, c'est en fait font partie de ce qu'on appelle, c'est dans le fonctionnement de l'économie, c'est dans les activités essentiellement économiques. Non, je suis dans le regret de leur dire que l'exploitation des ressources naturelles, au-delà de ses implications
économique a d'abord des implications géopolitiques, des implications géostratégiques, des implications en termes de puissance. Et donc, effectivement, quand vous avez des ressources naturelles, vous disposez de prérequis de puissance, en matière de puissance. Mais pour pouvoir transformer ces ressources-là en ressources de puissance, effectivement, il faut avoir ce qu'on appelle, ce que Pierre Verluys appelle le désir de puissance. Ça veut dire la volonté, n'est-ce pas, de quitter d'un statut d'objet en sciences, en relations internationales pour être un sujet, si vous voulez, un acteur majeur, un acteur décisif, un acteur, donc, une puissance décisive, effectivement, pour revenir à la grande question en géopolitique qui est celle de savoir qui détiendra la puissance décisive dans le monde futur. Donc, effectivement, il faut un désir. Et vous avez malheureusement des pays africains qui n'ont pas ce désir parce que pour eux, l'objectif principal, c'est d'exploiter les ressources pour financer le fonctionnement de l'État, pour financer le train de vie de l'État, pour financer le train de vie, n'est-ce pas, de la classe dirigeante. Et si vous êtes dans cette logique-là, une logique essentiellement extravertie, vous avez donc un désir de puissance qui est insuffisant et donc vous n'avez malheureusement pas la capacité de vous développer ou d'acquérir de la puissance à partir de l'exploitation de vos ressources. Donc je crois qu'il y a une absence de désir de puissance et vous avez raison de le souligner et c'est de là que tout va. Si vous désirez être puissant, alors vous vous donnez les moyens pour atteindre cette puissance-là. Malheureusement, les pays africains ne font pas preuve, n'est-ce pas, d'un désir de puissance suffisant. Est-ce qu'on peut avoir des exemples à ce niveau-là aussi? On peut avoir des exemples. Quand vous avez, par exemple, quand vous avez le cas de la RDC, je vous ai dit que la RDC est un scandale géologique. Si j'ai lu une étude une fois qui vous disait que les ressources dont dispose la RDC, si ces ressources étaient judicieusement exploitées, la RDC serait aussi puissante que les États-Unis, l'Angleterre et l'Europe en général. Vous voyez, vous auriez la superpuissance serait en fait la RDC. Mais le problème, effectivement, c'est que les Congolais n'ont pas ce désir de puissance-là. Et donc, ne mettent rien en œuvre pour pouvoir s'émanciper de la tutelle de leurs partenaires. Et ça apporte la situation que nous avons avec un pays qui est constamment en guerre et qui ne dispose justement pas de capacité pour s'imposer dans le concert, n'est-ce pas, des grandes puissances. Je peux également vous prendre l'exemple du Nigeria, qui est une puissance pétrolière très importante, mais qui malheureusement, des premières années de l'exploitation de son pétrole, a plutôt péché par une gouvernance autoritaire. Vous savez que le Nigeria, pendant une vingtaine d'années au moins, je dis n'importe quoi, mais ça devrait être un peu plus de 30 ans, a connu des régimes autoritaires, des régimes militaires. Et ces régimes-là, effectivement, ont passé le temps à exploiter le pétrole et à enrichir. Vous avez l'exemple de Babangida, par exemple, l'ancien président nigérian, où on vous dit qu'il est décédé milliardaire en dollars. Donc, vous avez ces exemples-là. Je parle du Nigeria, je parle de la RDC, je peux parler aussi de beaucoup d'autres pays, et même de pays de l'Afrique centrale. On peut parler du Tchad, on peut parler de la Guinée équatoriale. Et donc, vous avez ces pays-là qui malheureusement n'ont pas, qui malheureusement ont un niveau de ressources qui est plutôt important, mais à contrario, ne disposent pas d'une puissance, d'un niveau de puissance suffisant. Et ça, c'est effectivement parce qu'il n'existe pas ce désir de puissance-là. Décidément, l'Afrique doit renaître. Mais question, comment y arriver? Oui, je crois que c'est impératif. L'Afrique doit impérativement renaître. Et cette renaissance-là, n'est-ce pas, passe... Vous savez qu'il y a un projet, le projet de renaissance africaine. Et c'est un projet, effectivement, qui se fonde sur le fait, en fait, que pour les penseurs de la renaissance de l'Afrique passe par son autonomisation. Les pays africains ne peuvent renaître que s'ils sont autonomes, s'ils sont maîtres de leur propre destin. Et donc l'autonomisation va passer effectivement par la remise en question de ces indépendances juridiques que nous avons eues. Parce qu'il faut une véritable indépendance et la véritable indépendance est en relation avec la souveraineté. Il faut que les pays africains soient effectivement souverains sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan stratégique. Et donc la Renaissance également
appelle à la prise en compte, ou si vous voulez, à la mise en place, j'ai souvent tendance à dire la possession du discours, l'appropriation du discours sur le développement. Et quand je le dis, c'est pour dire et c'est pour expliquer le fait que les pays africains ont besoin de créer leur voie, de mettre en place leur propre schéma de développement. Vous voyez, par exemple, que la plupart des pays africains ont évolué, ont fonctionné sous le diktat des institutions financières internationales. Vous avez le FMI et la Banque mondiale, les programmes d'ajustement structurel qui disaient aux pays africains quelle voie il faut emprunter pour se développer. Or, la réalité, c'est que les pays africains doivent construire leur propre voie. Vous avez un certain nombre d'instruments qui ont été élaborés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Vous avez par exemple le plan d'action de Lagos, qui est un instrument très important. Vous avez la vision minière africaine, qui est également l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. C'est du matériau très important qui peut servir d'orientation, n'est-ce pas, aux pays africains dans la quête de leur émancipation, dans la quête de leur développement, dans la quête de leur renaissance. Mais pour cela, il faut que les pays africains aient le désir de fonder leur développement sur ces instruments-là. Je crois que c'est pas les instruments stratégiques qui manquent, mais c'est la volonté des pays africains, justement, de se départir des éléments de la suggestion, des éléments de l'extraversion pour justement embrasser le projet de renaissance qui passe, comme je l'ai dit, par l'autonomisation, n'est-ce pas, l'affirmation plus forte, n'est-ce pas, de la souveraineté des pays. Ce que vous dites, c'est qu'il faut une consolidation démocratique pour un succès stratégique de l'Afrique. Quel lien faites-vous entre démocratie et projection géopolitique de l'Afrique? Je pense que, puisque la démocratisation appelle le contrôle des processus de gestion, appelle l'ouverture, si vous voulez, la pleine participation de tous les acteurs au processus de décision, la diversification, n'est-ce pas, ou si vous voulez, la multiplication des niveaux de pouvoir, ça veut dire on n'est plus dans une approche down, mais une opération bottom-up. Ça veut dire vraiment nous avons un mode de gestion avec des décisions qui vont du bas vers le haut et non plus seulement du haut vers le bas. Et à partir de là, je pense que les pays africains sont en mesure ou seront en mesure de mettre sur pied des institutions fortes et avec des institutions fortes parce que bénéficiant du soutien d'une partie de la population, de la majeure partie de la population, avec des processus de gouvernement ou des gestions transparents, alors on peut ambitionner, n'est-ce pas, d'atteindre un niveau de puissance, n'est-ce pas, qui serait acceptable. Moi, je pense que les pays africains peuvent être des puissances, mais des puissances démocratiques. C'est pour ça, justement, que nous parlons de démocratie minière, en ce sens que la démocratie viendra comme cela enrichir le projet de développement, le projet de puissance, n'est-ce pas, que peuvent porter les pays africains. Pourquoi les pays africains devraient-ils d'abord se démocratiser alors qu'on sait qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont devenus des puissances sans être des modèles démocratiques? Mais quand on fait l'évaluation des 50 années, ou si vous voulez 60 années après l'indépendance, on se rend quand même compte que ce qui a manqué à de nombreux pays africains, c'est la démocratie. Et donc, on peut faire le lien entre cette absence de démocratie et cette absence de résultats en matière de développement. Et donc, pour nous, on estime que si on démocratise, si on rend compte, si on contrôle, alors il n'y a plus de chance d'arriver au développement par l'exploitation des ressources naturelles. L'analyse que j'en fais, c'est qu'effectivement, le fait que les pays africains ne soient pas suffisamment démocratiques a une incidence sur la gestion du secteur extractif. Parce que les pays qui sont démocratiques, on fait le pari que les pays qui sont démocratiques, c'est les pays dans lesquels il y a ce qu'on appelle la accountability. Ça veut dire qu'on rend des comptes. Alors, si vous ne rendez pas des comptes, ce que vous êtes amené à faire, vous le dirigeant, c'est de négocier des contrats que vous ne rendez pas publics
et qui vous permettent de brader les ressources. Or, si les contrats, s'il y a ouverture, s'il y a transparence, effectivement, il y a plus davantage de contrôle, il y a davantage de discussion sur la nécessité ou non de l'exploitation d'une ressource, et donc il y a davantage également de possibilités en termes de développement, n'est-ce pas, la démocratisation des pays africains. Dr Fabrice Noah, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi appeler le retour de l'État comme acteur majeur du jeu minier en Afrique subsaharienne? Je pense que le modèle véritable pour pouvoir se développer, c'est un modèle dans lequel l'État ne se désengage pas de l'exploitation, mais garde le contrôle parce qu'effectivement, pour apporter plus de précision sur la question, la question de la cartographie des données géologiques c'est une question de souveraineté. Et donc, l'État doit s'engager dans l'exploration minière. Donc, il faut pouvoir conquérir l'amont. Il faut pouvoir conquérir l'amont parce que si vous laissez l'amont, qui est les étapes initiales à l'exploitation, à des compagnies, à des structures étrangères, vous avez de fortes chances de vous retrouver en aval. Ça veut dire à la fin des chaînes de valeur avec des ressources dont vous n'aurez jamais, n'est-ce pas, pu avoir la pleine maîtrise. Dans plusieurs pays africains, le secteur extractif a connu d'importantes réformes. Qu'est-ce qui manque à ces réformes? Est-ce que les lois sur le secteur extractif ont de la vigueur géopolitique qu'il faut? Malheureusement, non. Déjà, il y a plein de lois ne sont pas bonnes. Plein de codes miniers et pétroliers ne sont pas bons parce qu'ils ont été rédigés dans une situation très désavantageuse, n'est-ce pas, pour les pays africains. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions dans ces codes-là qui ne sont pas à l'avantage des pays africains. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a une situation. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la démocratisation des processus de développement. Je vous disais donc qu'il y a une situation qui fait que parfois, vous avez un code minier ou un code pétrolier qui est judicieux, qui a mis en avant les questions de contenu local, qui a mis en avant les questions de développement, qui a mis en avant un certain nombre de conditions en matière d'exploitation. Mais après, vous allez vous rendre compte que les contrats qui sont signés ensuite, c'est des contrats qui sont en fait dérogatoires. Il y a des mesures dérogatoires en fait. Vous allez vous rendre donc compte effectivement que puisque ces contrats ne sont pas publics, le code minier ou le code pétrolier peut faire des exigences et dans les contrats, il y a toute autre chose. Mais comment vous faites pour le contrôler? Vous ne pouvez pas les contrôler si vous n'y avez pas accès. Et donc, je crois que le véritable problème donc, se situe au niveau de la transparence. Parce qu'il faut que les contrats qui sont signés soient accessibles à l'ensemble de la population ou à défaut, n'est-ce pas, à la représentation nationale, n'est-ce pas, au Parlement. Parce que les contrats qui sont signés, il faut le reconnaître, il faut que vous le sachiez, les contrats miniers ou les contrats pétroliers ne sont pas signés sur 10 ans. Ils sont signés parfois sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est des contrats qui lient sur le très long terme. Et donc, parce qu'ils lient sur le très long terme, on a l'obligation de les revoir, on a l'obligation de les relire, on a l'obligation de les discuter afin justement de pouvoir préserver tous les intérêts, n'est-ce pas, des pays hôtes, non, des pays qui exploitent la ressource. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, une sorte de stratégisation des processus dans la gestion des ressources extractives en Afrique subsaharienne? Effectivement, il faut une stratégisation des processus. Comment y arriver? Il faut déjà que les pays exploitants, les pays qui disposent des ressources naturelles, rentrent dans ce qu'on appelle la dialectique des intelligences. Ça veut dire effectivement que les pays africains doivent considérer que leurs ressources, ou si vous voulez, que la géopolitique s'inscrit dans... c'est une bataille en fait, c'est une guerre, mais c'est une guerre par d'autres moyens. C'est pas une guerre avec des armes, mais c'est une guerre dont l'objectif final est de savoir qui dominera finalement l'autre. Donc, ayant compris ça, vous vous inscrivez dans la stratégisation des processus, ça veut dire que vous vous mettez à l'esprit, ou si vous voulez, vous développez, vous conduisez, vous exploitez, vous gérez le secteur extractif un peu comme si vous gériez, n'est-ce pas, une armée, un peu comme si vous gériez, n'est-ce pas, vous meniez une guerre, n'est-ce pas. Donc, il faut
Stratégiser les processus, ça veut dire prendre des décisions en prenant en considération le contexte, en prenant en considération les bénéfices et les coûts et les bénéfices, en prenant en considération également la volonté ou la possibilité d'avoir des alliés de revers. Ça veut dire, si vous décidez de négocier des contrats et vous êtes dans l'obligation, vous demandez par exemple à la Chine, ok, bon, nous on va négocier le contrat avec vous, mais maintenant au lieu de payer, d'acheter notre coltan à 100 francs, vous allez l'acheter à 350. Vous devez vous arranger à ce que vous ne soyez pas le seul qui ait ces exigences-là. La stratégie voudrait que vous ayez des alliés de revers, ça veut dire que vous ayez une coalition de pays qui vont se mettre d'accord pour que, ok, comme vous avez demandé 350, que les autres également demandent 350. Ça, c'est le véritable problème des pays africains, parce qu'effectivement, il est très difficile pour un pays pétrolier ou un pays minier de renégocier ses contrats si, à côté, il y a un autre pays qui vient vous dire, ok, l'autre veut vous rendre les choses difficiles, venez chez nous parce que vous aurez accès facilement aux ressources. Donc, je crois que la stratégie voudrait également qu'il y ait cette coalition-là, parce que effectivement, à partir de là, c'est tous les pays africains qui sont gagnants. L'Afrique sur l'échiquier géopolitique mondial, il faut attendre longtemps. Vous ferez pas de la futurologie quand même, Dr Fabrice Noah. Je pense que c'est très difficile. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a un optimisme qui dit que le siècle actuel, c'est le siècle de l'Afrique. Et on évoque, n'est-ce pas, effectivement les ressources de l'Afrique, mais on évoque également le dividende, ce qu'on appelle le dividende démographique. Et donc, c'est un continent jeune, c'est un continent qui a 2 milliards d'individus, et on estime donc que c'est des chances pour l'Afrique d'être une puissance. Mais je continue de dire que il est une chose de disposer de ces éléments de puissance-là, il est une autre de pouvoir judicieusement les utiliser. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans un échiquier, ou si vous voulez, dans un échéancier, mais je pense que si on prend pleinement conscience de ce qu'il y a comme chantier, alors il y a de fortes chances que ce soit plus rapide qu'on le pense, n'est-ce pas? L'émergence de l'Afrique en tant que puissance peut être plus rapide qu'on le pense. Merci, Dr Fabrice Noah. Je rappelle que vous êtes géopolitologue spécialiste des ressources naturelles, auteur avec le Dr Séverin Chokonte de Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne, ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup d'être passé. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.